Nous commençons à l'heure, c'est incroyable, ça n'arrive quasiment jamais, c'est magique. Euh, J'ai aussi l'honneur, en sus, d'être associé chez Bearing Point en charge de l'Afrique, d'être le président de la commission digitale du CIAN. Donc je salue Étienne. Et à chaque fois qu'il introduit un sujet sur le numérique, il dit toujours oui, mais attention, le numérique ne fait pas tout. Donc je te rassure, Étienne, nous n'allons pas dire que le numérique fait tout. Peut-être en propos introductifs pour un peu rappeler où en est le numérique aujourd'hui en Afrique. Et puis après, l'idée, c'est bien sûr d'avoir cette discussion autour de la table ronde. Et ce qui est super intéressant, et un grand merci à la Fondation d'avoir fait cette table ronde, parce qu'on a un bon mixte entre la vue du marketing, du e-commerce, la vue de l'investisseur. Et je pense que c'est bien d'avoir ces différents points de vue. Euh, Peut-être commencer par les bonnes nouvelles, parce qu'on est quand même ici sur une thématique qui s'appelle Bonnes nouvelles pour l'Afrique. Effectivement, le numérique a fait un bond absolument fabuleux au cours de ces dernières années en Afrique. Trois chiffres quand même pour rappeler ce qui s'est passé. Il y avait 3% des Africains qui, il y a 20 ans, avaient un accès aux télécoms de base. À l'époque, on ne parlait pas de numérique ni de digital, hein, c'était juste appel téléphonique. 3%. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70%. Ce qui s'est fait en 20 ans, en Afrique, la France a mis 80 ans à le faire. Donc oui, véritable accélération. Il y a 400 000 villes ou villages dans les 54 pays africains. 30% ont un accès routier dur, praticable. 30%, donc 70 non. Mais par contre, 70% de ces 400 000 villes ou villages en Afrique ont un accès télécom au moins 2G, au moins GSM, voire plus. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de communiquer par le numérique au sens large, au moins les télécoms, que de venir de manière véhiculée dans un village ou une ville africaine. Ça aussi, c'est un des éléments du changement. Alors ça, c'est le côté bonne nouvelle. Après, je ne veux pas non plus paraître comme le bisounours de la journée. Tout n'est pas parfait. Le continent reste encore le continent au monde le moins connecté. Donc oui, il y a eu une fabuleuse accélération depuis 15-20 ans. Malheureusement, ce n'est pas non plus la panacée. Et les inégalités sont très grandes. Elles sont très grandes entre les États. Élément tout bête, faut mieux être un État avec une façade maritime qu'un État enclavé. Parce que la connexion Internet, elle ne vient pas que par les airs, ce n'est pas que du satellite, elle vient beaucoup par les câbles sous-marins. Il y a eu un effort extraordinaire de construction de câbles sous-marins autour de l'Afrique, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on est un État avec une façade maritime qu'un État enclavé. La zone, je pense qu'au monde, c'est sans précédent, la plus caricaturale, c'est Djibouti-Éthiopie. Djibouti, 1 million d'habitants, 11 câbles sous-marins. C'est une des 5 villes les plus connectées par câbles sous-marins au monde, les autres étant au Japon, en Corée et au Brésil. À titre de comparaison, Marseille, ville la plus connectée entre guillemets en câbles sous-marins de France, c'est 4 câbles sous-marins. Djibouti, c'est 11, c'est 1 million d'habitants. Derrière, il y a l'Éthiopie, aucune façade maritime, donc beaucoup passent par Djibouti, c'est 100 millions d'habitants. Donc ça se passe bien là-bas, mais ça montre aussi une certaine inégalité, et puis l'inégalité encore plus grande au sein même des pays entre zones urbaines, zones rurales. La télédensité n'est pas la même, l'accès n'est pas la même, et souvent on a des phénomènes de double, voire triple pleine, où les zones les moins bien connectées sont aussi les zones les plus pauvres, qui ont le moins d'accès à l'électricité, enfin on en passe, c'est des meilleurs, mais il y a quand même ce phénomène, et ça, il ne faut surtout pas le négliger. Ce qui est assez marquant, malgré tout, alors je retourne aux bonnes nouvelles, parce que sinon je vais gasser la fin de la journée. Dans les bonnes nouvelles, on a aussi qu'en termes d'usage, les Africains se sont appropriés le numérique. Peut-être plus rapidement et de manière plus innovante que les Européens, voire les Asiatiques. Quand on parle de paiement mobile, tout le monde va nous dire WeChat, la Chine, etc. Ah ouais, mais enfin, ça a commencé en Afrique bien avant. L'Europe est catastrophique à ce niveau-là. Aujourd'hui, au Kenya, on cite souvent le Kenya, mais c'est le pays le plus avancé, donc c'est un exemple facile, mais c'est quand même assez marquant. Plus des 2 tiers des transactions financières passent par un téléphone mobile. Alors attention, c'est à la fois des micro-virements, des micro-montants, mais malgré tout, en termes d'usage, c'est colossal. Et ça marche aussi au Mali, en Côte d'Ivoire et dans plein d'autres pays. Donc typiquement, le paiement mobile est un très bon exemple de la manière dont beaucoup de pays africains se sont appropriés des usages liés au numérique. Alors pareil, on est au début de l'histoire, c'est beaucoup d'échanges de personne à personne, ce n'est pas du vrai paiement comme on l'entend, c'est très inégal selon les pays, il y a des pays très en avance, une dizaine, 40 plus en retard, donc il ne faut pas non plus penser que c'est la panacée, mais en termes d'usage, il y a eu de vrais changements. Si on prend des sujets encore plus innovants, aujourd'hui, parmi les innovations les plus intéressantes autour de la blockchain, ce n'est pas juste au Japon, en Corée, aux États-Unis, sur des bitcoins ou des NFT dans le domaine de l'art, il y a des choses qui se passent
de manière très intéressante en Afrique. Aujourd'hui, le premier pays au monde dont les décaissements de budget sont suivis sur blockchain, il n'est pas en Corée, il n'est pas au Japon, c'est le Burkina Faso. C'est en Afrique. Le deuxième, c'est l'Éthiopie, c'est aussi en Afrique. Pour le coup, ce n'est pas l'Agence française de développement qu'il faut remercier, c'est la KfW allemande. Maintenant, ils travaillent ensemble. Mais il y a eu des innovations qui ont été financées par les bailleurs, ça compte quand même. Et aujourd'hui, les deux pays qui sont le plus en avance en termes de suivi budgétaire, de décaissement, et derrière d'accélération des processus, de lutte contre la corruption, bien évidemment, voire la fraude, ce sont deux pays africains. On a peut-être tendance à l'oublier. Ce matin, avant de vous rejoindre, j'étais pas là, désolé, j'étais à une réunion avec la Banque centrale de Madagascar sur la mise en place du IARIARI, donc de la monnaie électronique de banque centrale, sur base de blockchain. Ça sera sûrement cette année un des 3 premiers pays au monde à le faire, au niveau national, hein, pas dans une seule région comme au Salvador. C'est des exemples concrets, et derrière, ce n'est pas juste pour faire des effets d'annonce d'image, ça permet de répondre à des défaillances d'autres institutions. Il y a très peu de tiers de confiance en Afrique, il y a moins de notaires qu'en France, la Poste est moins développée, ça permet de compenser certaines défaillances d'autres institutions. Donc voilà 2 exemples concrets qui peuvent servir et qui montrent qu'il se passe des choses autour du numérique en Afrique. Pour que ça marche, il y a quand même besoin de certains acteurs. Ça peut être des acteurs publics. Les bailleurs de fonds, parfois décriés, quand même servent à financer certains de ces projets, et parfois avec succès. C'est le cas de l'AFD, la Banque mondiale, de la KfW ou de la BEI. L'an dernier, la crise du Covid a bien démontré que le numérique pouvait servir. Ce n'était pas la panacée à tout, hein. Je te confirme, Étienne, je te rassure. Malgré tout, ça a eu des intérêts autour de la e-santé. On a beaucoup parlé de la e-éducation. Bon, malheureusement, je dirais, ou heureusement, mais il y a encore un grand chemin à faire. On est très très loin du compte. Ça a aussi permis de rappeler que c'était important, que le numérique pouvait aider les États africains à compenser une grosse défaillance qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent très mal leurs citoyens. Les États civils africains, c'est une catastrophe. Et derrière l'état civil, c'est pas juste, c'est déjà important, la pièce d'identité, le passeport, la carte électorale. L'état civil, c'est important, mais derrière, c'est aussi savoir quels sont dans mes citoyens ceux qui ont le besoin, par exemple, de bons alimentaires. Il y a eu beaucoup d'argent donné par les grandes institutions financières en 2020 à cause du Covid. Certains pays avaient l'argent, mais ne savaient pas qui étaient les plus nécessiteux économiquement. Donc la connaissance de l'identité numérique du citoyen, c'est un vrai enjeu. Et c'est plus important que ce soit les États qui la maîtrisent que les GAFA. En Europe, le problème, c'est les impôts. En Afrique, le problème, c'est la connaissance des citoyens. Et derrière, toutes les politiques publiques qui vont avec. Donc je pense que la crise du Covid a bien montré qu'il y avait des vrais enjeux autour du numérique et que c'était un élément important. Ça a aussi montré qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Mais il n'y a pas que les finances publiques, il n'y a pas que l'argent public. Les grandes entreprises contribuent au développement du numérique. Et phénomène récent, et très récent, c'est aussi les entrepreneurs. Et là, je pense qu'on va en parler, parce qu'il y a un vrai phénomène de start-up en Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ça, c'est vraiment un changement majeur par rapport à ce qu'on a pu connaître, y compris en Europe, dans les années 90, années 2000, autour on appelait ça e-business, web, digital, que vous voulez. Le vrai tournant depuis une dizaine d'années en Afrique, c'est qu'il y a déjà des vraies structures, ce qu'on appelle des SAEI, de soutien aux entrepreneurs, incubateurs, etc. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Il y a des vrais entrepreneurs, alors qui sont ou locaux ou issus de la diaspora, sans pouvoir en discuter, mais ça existe. Et puis, il y a des financements privés. Et là, pour le coup, ce n'est pas de l'argent public, hein, c'est vraiment des gens qui prennent le risque, business angel et autres, sur leur propre fonds, de parier sur les entrepreneurs africains. Et alors, c'est un numérique au sens large, hein, parce que c'est pas que beaucoup de fintech, mais aussi de la green tech, l'agritech, parce que l'agriculture peut être transformée grâce au numérique. Il y a de très beaux projets en cours. Et là, c'est du concret, parce qu'on parle de l'alimentation des peuples, et on parle aussi des revenus d'une partie importante des Africains qui gagnent 900 euros par an, et capacité à augmenter ces revenus de manière très sensible. Là, le numérique, concrètement, on pourra en parler des exemples, a concrètement sa place à jouer. Donc, ne pas oublier ces acteurs. Il y a aussi des acteurs privés, et je pense qu'on en a quelques-uns autour de la table, ici à ma droite ou à ma gauche pour la salle, qui vont illustrer, je pense, ce rôle aussi des acteurs privés dans le développement du numérique. Ce n'est pas juste une décision top-down des États ou des grandes institutions financières internationales. Et puis, dernier point, j'arrêterai là, ce qui est aussi très intéressant, c'est que le numérique peut réellement soutenir les enjeux de développement et de croissance du continent. Croissance démographique, il y a des enjeux de formation qui sont colossaux. Le numérique peut aider.
Encore une fois, le numérique, c'est pas ça qui fait qu'il y a des toits au-dessus des élèves pour les salles de classe, mais ça peut contribuer, surtout quand il y a un manque de professeurs. On l'a vu dans d'autres continents, y compris dans des pays dits émergents. Le numérique peut aider à créer des emplois. Ça, c'est un véritable enjeu, y compris autour du numérique en lui-même, hein, tous les enjeux autour des coding schools, etc. Et puis, encore une fois, il peut améliorer le travail et la productivité dans de grands nombres de secteurs, à la fois ceux qui sont des secteurs clés de l'économie africaine, au premier lieu l'agriculture, il ne faut pas l'oublier, on en parlait tout à l'heure, et puis également des secteurs qui ont peut-être vocation à se développer encore plus, toutes les questions autour de l'industrialisation, autour des transports et de logistique, un peu renforcées aussi par la crise. Eh bien, l'Internet des objets, typiquement, peut être un élément assez clé autour du développement du numérique en Afrique. Voilà, j'irai pas au-delà, mais c'était juste un peu pour donner un tableau assez global et vraiment très, très macro, vous m'avez dit 10 minutes, pas plus, autour du numérique en Afrique. Et je propose plutôt qu'on lance une conversation. Alors là, il y a eu le point de vue du consultant. Quel est le point de vue de l'académique, du chercheur autour de ce sujet? Merci. C'est un sujet passionnant que j'essaie de suivre depuis un certain nombre d'années, depuis le sommet mondial sur la société de l'information qui s'est tenu en 2003 à Genève, en 2005 à Tunis. Beaucoup de choses ont changé et je regarde ce phénomène d'un point de vue universitaire parce que je suis basé à l'Université Bordeaux-Montaigne où je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle le MICA, Médiation, Information, Communication et Art. Et ce laboratoire de recherche est parmi les premiers laboratoires à avoir travaillé sur les phénomènes médiatiques en Afrique, avec beaucoup de travaux sur la radio en Afrique, la télévision en Afrique. Et donc, le regard que nous posons actuellement sur le numérique en Afrique, c'est une continuité de ces travaux qui ont été menés par nos successeurs. Et parallèlement donc à cette activité de direction de laboratoire, je suis responsable d'une chaire UNESCO, pratique émergente en technologie et communication pour le développement, qui a eu la chance, grâce bien entendu à M. Capot, que je tiens à remercier ici, lorsqu'il était directeur de la francophonie numérique, de nous avoir associés donc, à la rédaction du rapport sur la francophonie numérique qui nous a permis effectivement de faire un véritable bilan de ce qui se fait dans le domaine du numérique dans la francophonie et aussi dans l'Afrique francophone. Et donc, grâce à ce travail, nous avons pu continuer ce genre d'études avec l'UNESCO, notamment en rédigeant un certain nombre de rapports sur l'universalité d'Internet dans un certain nombre de pays africains. Ce travail a été mené au Bénin, où nous avons travaillé avec des acteurs de la société civile, avec les acteurs du gouvernement, pour voir où est-ce que le pays en était en termes de numérique, quels sont les points forts, quels sont les points faibles et quelles sont les recommandations à faire. Donc ce travail a été mené au Bénin. Il a été poursuivi au Niger, on est en train de le boucler. Il va commencer bientôt en Côte d'Ivoire. En dehors de ces pays que je coordonne, d'autres travaux de ce genre aussi ont été menés au Kenya, au Sénégal, et en dehors de l'Afrique, au Brésil, en Allemagne. Et en France aussi, il y a une étude pareille qui est en train d'être menée. Donc c'est ça qui me permet un petit peu de parler ici et d'avoir une vision un petit peu large de ce qui se fait en termes de numérique en Afrique. Je partage tout ce qui vient d'être dit. Hein. Je pense que l'Afrique nous a permis, le numérique nous a permis de voir l'Afrique autrement. On avait tendance à penser l'Afrique en termes d'un continent qui reçoit des choses qui viennent de l'extérieur, des technologies. Et là, on se rend compte maintenant qu'il y a une grande inventivité qui émerge, des talents qui émergent et qui créent des usages et qui créent des dispositifs qui vont au-delà de l'Afrique et qui sont exportés à l'étranger. Hein. C'est le cas du mobile money qui vient d'être cité tout à l'heure, même si ça correspond à un contexte qui est particulier, puisqu'il s'agit de bricolage, d'essayer de sortir de certaines situations difficiles. Mais généralement, c'est dans les situations difficiles aussi que se créent des innovations. Alors, ce qu'il faut dire, je pense, du numérique aussi, c'est que il faut changer maintenant le regard qu'on a dans le domaine de la coopération en matière numérique. Quand on est sorti du sommet mondial sur la société de l'information,
on a beaucoup pensé qu'il fallait aider l'Afrique à se développer en termes du numérique. Et donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs comme le système de solidarité numérique, et donc avec une aide qu'on devait verser pour pouvoir développer le numérique en Afrique. Aujourd'hui, on se rend compte que le numérique, ce n'est pas seulement la solidarité. Je pense que c'est d'ailleurs que le mot partenariat est meilleur que la notion de solidarité, puisqu'on est en face d'acteurs. Le numérique n'est plus comme avant le contraire, on disait c'est le contraire de l'analogique. Non, le numérique, c'est tout un écosystème où il y a des acteurs avec des intérêts divergents. Et donc, il faut que l'Afrique arrive à gagner sa place dans cet écosystème. Pour cela, il faut qu'il ait des arguments solides. Il faut qu'il ait des produits à mettre dans le marché international, qui est un marché important, qui est un marché qui fait bondir le PIB, par exemple, de 14%. Et il faut voir qu'est-ce que l'Afrique peut gagner là-dedans. Donc pour cela, il faut qu'on ait des produits solides, il faut qu'on ait des acteurs solides. Il faut sortir de cette vision qu'on avait qui consistait simplement à se focaliser sur la fabrication des applications, mais il faut aller au-delà parce qu'il faut penser aussi le contenant. Il faut qu'on arrive à fabriquer des smartphones qui fonctionnent et inonder le marché africain, occuper le marché africain qui est aujourd'hui occupé par les Asiatiques. Il y a un certain nombre d'initiatives intéressantes qui ont été menées. On a le smartphone Elikia qui a été créé au Congo. On en a beaucoup parlé, mais maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc, c'est vrai qu'il y a un problème d'accompagnement important qui se pose. Il faut régler ce problème-là. J'ai souvent discuté avec les acteurs de l'intelligence artificielle ou les acteurs du numérique en Afrique. Ce qu'ils me disent souvent, c'est qu'ils ont des problèmes d'accompagnement. Ils arrivent à faire des choses incroyables, mais les financements ne suivent pas. Et donc là, j'espère que nos collègues vont nous donner les solutions nécessaires pour faire ce qu'il faut faire, parce que les initiatives individuelles existent. On a de très belles initiatives individuelles, mais ce qui reste à faire, c'est d'arriver à passer à une dynamique collective qui ferait que l'Afrique puisse enfin bénéficier de cet écosystème et en faire, en faire quelque chose voilà, qui tendrait vers un développement, ce que moi j'appelle le développement intelligent. Parce que là aussi, le développement ne peut plus se penser comme on le pensait avant. Maintenant, le développement va s'appuyer sur le smart agriculture, sur tout ce qui est données, sur tout ce qui est captation de données, avec des exemples intéressants en termes d'agriculture. On a parlé tout à l'heure dans la table ronde qui vient de s'écouler, qui tiennent en compte les questions climatiques. En Tunisie, des chercheurs ont créé une application intéressante qu'on appelle Phyto, qui permet d'arroser les oliviers et de faire en sorte qu'on ne puisse envoyer que la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir nourrir les oliviers en question. Donc, à partir des capteurs qui sont mis en place, on va savoir à quel moment il faut arroser les plantes, parce qu'on avait tendance à les arroser à tout moment, et quelle est la quantité suffisante pour pouvoir avoir la production la plus importante. Malheureusement, cette initiative n'a pas pu être accompagnée considérablement correctement en Tunisie. Et fort heureusement, la France a ouvert les bras à ce chercheur qui est venu s'installer maintenant en France et qui, depuis Paris, est en train de développer son application. C'est ça aussi l'histoire de l'Afrique. On parle beaucoup de l'Afrique des cerveaux, mais il faut aussi parfois se poser la question de savoir quelles sont les conditions que nous mettons en place pour que cette fuite de cerveau ne se fasse pas. Donc c'est à ça qu'on doit tendre. On doit tendre à ce e-développement qui donc suppose qu'on doit mettre en place une politique de données importante. C'est incroyable qu'on ait beaucoup de données en Afrique,
mais que ces données ne soient pas disponibles à nos start-upers. Nous avons un exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de cette collègue camerounaise, Véronique Bountier, qui a créé une application qui permet de détecter le cancer de la peau. Et pour cela, elle a besoin de beaucoup de données pour tester son application. Mais vous savez d'où viennent les données qu'elle utilise? Elle est obligée de prendre les données produites aux États-Unis d'Amérique parce qu'elle n'arrive pas à trouver suffisamment de données au Cameroun. Bien entendu, en utilisant les données des États-Unis d'Amérique, c'est sûr qu'il va y avoir des biais à la fin parce que les données ne correspondent pas au contexte local. D'où l'importance de la numérisation aussi, la numérisation de nos archives, la numérisation de nos administrations, et c'est ce travail-là qu'on vient de faire. Mais en même temps que nous collectons ces données, nous devons tenir en compte aussi le fait que ces données appartiennent à une population donnée et doivent être protégées. Ils ne doivent pas circuler n'importe comment et donc mettre en place le cadre juridique nécessaire. C'est ce qui ressort dans la plupart des rapports que nous avons rédigés, des études que nous avons menées dans les pays africains. Le cadre juridique existe quand même. Dans certains pays, on va avoir un code du numérique qui existe, mais pas dans d'autres. Mais ce code numérique demande à être amélioré de façon à prendre en compte la situation actuelle qui est dominée par l'intelligence artificielle et les données. Mais il y a aussi à mettre en place des structures, des institutions qui doivent accompagner le déploiement du numérique. On pense généralement au Conseil du numérique. Ça existe dans certains pays, mais souvent, ces conseils existent. Ils sont très politisés et ne font pas réellement le travail qui devrait être fait. Donc, à côté de ce cadre juridique, il faut penser les questions d'accessibilité. Comment faire pour que le numérique soit accessible à tout le monde? La première solution, c'est peut-être de penser à ce que le numérique réponde à des besoins réels, mais aussi que le numérique puisse être accessible aussi bien en termes de connectivité qu'en termes de coûts. Quand on parle d'accessibilité, on pense simplement, généralement, à mettre en place des câbles, à mettre en place du matériel. Mais il y a un véritable problème de coût qui se pose en Afrique. Est-ce que vous savez que le gigabit coûte 10 fois plus cher en Afrique qu'en Occident, alors qu'on est là en face des populations qui ont des revenus très faibles. Donc il y a ces questions-là aussi à poser. Bien entendu, ce ne sont pas des questions uniquement politiques, c'est lié au fait qu'il y a un certain nombre de dispositifs technologiques qui n'existent pas, et c'est ça qui va faire en sorte que le numérique ou l'Internet puisse coûter cher. Donc il y a ces problèmes-là qui me semblent importants à régler. Je pense que pour pouvoir les régler, il faut changer de stratégie. Il faut la participation de tout le monde, passer à des stratégies multi-acteurs, associer la société civile à la mise en place de ces politiques-là et sortir aussi du cadre national pour aller vers un cadre sous-régional ou continental. L'Afrique ne doit pas rater la 4e révolution industrielle. Cette révolution est basée sur les technologies émergentes. Ces technologies, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, c'est le big data, c'est la blockchain, c'est tout ce qui est fabrication additive. Et pour cela, on a besoin des données, notamment des supercalculateurs, pour pouvoir calculer, pour avoir une puissance suffisante. Et nos pays n'ont généralement pas les moyens d'acheter un supercalculateur. On a le Maroc qui a un bon supercalculateur. Il y a le Sénégal qui vient d'en acquérir un également. Mais on peut aussi avoir un supercalculateur sans pouvoir l'utiliser suffisamment. D'où la nécessité de se mettre parfois en réseau pour acheter un supercalculateur et travailler ensemble sur ce supercalculateur. Ça veut dire aussi qu'il faut créer des réseaux, des centres de recherche, notamment des centres d'excellence. Grâce aux Nations Unies, à la Commission économique des Nations Unies, on est en train de créer au Congo un centre de recherche sur l'intelligence artificielle qui est censé être un centre de recherche
d'excellence pour faire travailler la plupart des chercheurs africains. Il faut aller dans ce sens-là. Et c'est pour cela, je vais m'arrêter là, qu'au niveau de la chaire UNESCO, nous sommes en train de travailler à la création d'une plateforme, sorte d'observatoire, qui va permettre de donner un certain nombre d'éléments aux décideurs politiques sur le numérique et surtout sur le numérique avancé en Afrique, de façon qu'on puisse prendre les décisions adéquates, mais aussi qu'on ait des modules, des dispositifs, des environnements qui permettent la collaboration entre les professionnels, le secteur privé et le chercheur, de façon à pouvoir améliorer l'innovation en Afrique. Voilà ce que je pouvais dire. Et au final, vous êtes optimiste, pessimiste pour le développement de cette collaboration à l'avenir ? Je pense qu'il faut rester optimiste. Je pense qu'on ne peut pas collaborer avec tout le monde. Pour pouvoir collaborer, il faut avoir des affinités avec un certain nombre de personnes. Et sur ce projet d'observatoire de l'intelligence artificielle, nous avons des collègues de 10 pays déjà africains qui travaillent avec nous sur la construction de cet observatoire. Donc, si on peut commencer avec 10 pays, c'est déjà un bon départ. D'accord, bah on verra. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous après parce que vous avez dit un mot tout à l'heure qui m'a intéressé, mais je ferai réagir les trois intervenants. Antonia, le e-commerce en Afrique, ça marche ? C'est possible ? Alors, moi, je viens apporter. D'abord, je voulais remercier Bonne Nouvelle d'Afrique de nous accueillir dans cet espace de discussion bienveillant. Donc, merci beaucoup à la Fondation Prospective Innovation. Moi, je viens apporter en fait un témoignage en qualité d'investisseur, puisque nous, sur le continent, on investit au sein de champions digitaux à impact avec des business models éprouvés. On a notamment une exigence qu'on s'est posée, c'est que dans notre portefeuille, plus de 50% des chefs d'entreprise sont des femmes ou sur des business models qui soutiennent les femmes. Donc ça, c'est très important quand on parle de digital, c'est de parler aussi d'impact. Je pense qu'effectivement, pour très rapidement, pour revenir sur l'accélération qui se passe sur le continent, il y a l'accélération démographique, c'est indéniable. En 60 ans, on a fait plus x3 en nombre d'habitants, chose qu'a fait l'Europe en 150 ans, chose que cette multiplication par 3 a été faite par la Chine en 100 ans. En Afrique, c'est assez unique, elle s'est faite en 60 ans. Donc cette accélération démographique, ça veut dire que c'est une population jeune et technophile, donc plutôt ouverte sur les nouvelles technologies. On a aussi une accélération économique. Avant la crise du Covid, il faut rappeler qu'il y a quand même 8 pays dans le top 10 des pays à plus forte croissance qui sont africains. Après le Covid, donc on est en train de voir les taux de croissance, mais on est sur des taux de croissance qui sont positifs, même des pays qui sortent de la récession. Effectivement, on est dans des accélérations massives. Et alors, le troisième point, c'est évidemment l'accélération technologique. Qui avec la crise du Covid, en fait, on n'est plus dans une accélération, mais dans l'accélération de l'accélération. Alors, je vais m'expliquer. Effectivement, les usages digitaux, comme on a pu le voir aussi dans d'autres endroits du monde pendant cette période de pandémie, se sont accélérés. Mais en Afrique, on est dans une logique de besoin d'accès à des produits et des services de première nécessité. On n'est pas dans une logique de modernisation comme on peut l'être en Europe ou aux États-Unis. La technologie est un vrai levier pour accéder à des produits de première nécessité. Donc, pendant la période Covid où il y a eu des problèmes pour accéder à des chaînes internationales, la logistique était plus compliquée, il a fallu accélérer sur la digitalisation. J'en veux pour preuve certains exemples. J'étais sur Ambition Africa il y a quelques jours. Paola Ngabire expliquait combien ils ont accéléré sur la digitalisation de tous les services administratifs au Rwanda pour que pendant la période Covid, les services administratifs puissent assurer une continuité. D'ailleurs, je pense qu'il y a des entreprises françaises aussi qui ont collaboré sur cette accélération.
Il y a d'autres exemples. Effectivement, nous, chez Django, on a soutenu une plateforme qui s'appelle Africa Medical Supplies Platform, AMSP, qui a été en fait qui est une plateforme digitale qui a été à l'initiative de l'Union africaine en collaboration avec le milliardaire Strive Masiwa, qui était l'envoyé spécial de l'Union africaine, ainsi que la banque Afreximbank, banque égyptienne très implantée sur le continent, et également les Nations Unies avec sa branche économique, et plein d'autres partenaires, des fondations qui ont participé à ce que les gouvernements africains puissent avoir un accès rapide à des masques, à des respirateurs, aux vaccins. C'est quand même historique. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique que les vaccins ont été et que un traitement sur une pandémie a pu se faire pratiquement en même temps que l'accès aux vaccins pour les pays européens. Quand on revient sur des pandémies comme le VIH, il a fallu 7 ans pour que les premiers traitements arrivent sur le continent. Donc c'est assez historique grâce à ce type de plateforme qui a permis au gouvernement africain de se doter plus rapidement de ces matériaux médicaux ou de ces traitements. Eh bien, on arrive à accélérer les chaînes d'approvisionnement. Donc, ceci, alors juste pour rappeler, il y a ce genre d'initiative, ça concerne tout le monde, ça concerne les entreprises africaines qui produisent du Made in Africa, également des partenaires internationaux. Donc sur cette initiative, par exemple, il y a des partenaires comme Biomérieux, Novartis. Donc voilà, les collaborations sont multilatérales. Mais c'est vrai qu'après, après avoir dit, j'ai envie de dire, tous ces éléments au niveau des nouvelles technologies qui sont assez massifs et uniques sur l'Afrique, l'Afrique est quand même le continent de tous les paradoxes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours un manque important d'accès des startups, des entreprises au marché, ce go-to-market. C'est-à-dire que accéder pour une entreprise à des services, par exemple logistiques, ou pour pouvoir vendre leurs produits sur les chaînes internationales. Alors c'est vrai que des pays comme le Rwanda sont plutôt très bien connectés avec ces chaînes mondiales, régionales et mondiales. C'est vrai que voilà, d'autres pays le sont moins. Et il y a encore beaucoup à faire. Également, sur la partie accès à des services financiers, ça c'est mon deuxième point, c'est aussi un sujet sur lequel il faut investir, il faut soutenir les startups et les PME. Pour rappel, sur le continent, 20% des PME ont accès à des solutions de financement, 90% des startups n'ont accès à aucune source de financement à part les fonds propres. Donc c'est vrai que ça paraît aberrant quand on voit dans un pays comme la France, aussi comme le soutien que l'on apporte à nos startups, à nos PME. Voilà, là-bas, les besoins sont énormes. Et puis, il y a un troisième point, c'est l'accès au renfort des capacités pour les jeunes, pour les femmes. Il y a 1 milliard de jeunes africains qui vont arriver sur le marché du travail d'ici 2050. Il faut créer ces entreprises qui vont créer les emplois pour ces jeunes. Également, pour donner un chiffre aussi sur les femmes, qui sont les plus... L'Afrique subsaharienne, c'est la zone où les femmes du monde sont les plus entrepreneuses. En fait, 26% d'entre elles ont déjà monté une entreprise. C'est assez incroyable. Aujourd'hui, 42 milliards de dollars sont nécessaires pour en fait financer cet entrepreneuriat féminin en Afrique. Et voilà, donc beaucoup reste à faire. C'est pour ça que je dis que c'est le continent de tous les paradoxes quand on voit ces accélérations massives. Alors, juste pour terminer sur ce regard aussi d'investisseur qui est
oui, moi je veux participer à cette croissance, à ces business models qui fonctionnent. Donc il faut parler de dérisking, de dérisquer ces business models, ces startups, ces PME qui se développent. Il y a des risques. Comme dans toutes les startups et les entreprises qui démarrent dans le monde entier. Alors sur l'Afrique, on a parfois l'image qu'il peut y avoir plus de risques. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a des exemples de réussite. L'Afrique a maintenant plusieurs licornes sur son territoire. Ça a commencé avec Jumia, qui en 4 ans est devenue une licorne africaine. Donc une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc l'histoire a commencé avec Jumia, mais il y en a eu d'autres depuis, comme Interswitch, comme beaucoup notamment d'entreprises nigérianes. Récemment, une levée de fonds a été faite au Sénégal par une entreprise dans les fintech qui s'appelle Wave, 200 millions de levée, et elle se revendique également comme une licorne africaine, donc dans l'Afrique francophone. Donc c'est vrai qu'il y a des exemples de success story assez incroyables. Je pense que du coup ça peut aussi rassurer. Il y a également une partie des risking qui s'effectue avec l'expertise de l'expertise. Voilà, ces licornes qui sont là aujourd'hui, il y a des gens derrière, il y a des experts qui savent comment développer ce type de start-up, de PME sur le continent. Donc, à l'appui de ces experts, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent réussir. Quand il manque une brique au niveau tech, quand il manque une brique au niveau marketing, c'est ce qu'on fait à Django, on est là en soutien parce qu'on a une équipe qui est très hands-on, c'est-à-dire qui s'implique financièrement, mais aussi qui apporte son expertise dans l'entreprise. Et puis après, il y a un troisième point qu'il faut considérer sur le continent et qui permet de dérisquer des business models, c'est le fait qu'il y a des pays qui ont alors tous les pays d'Afrique sont différents évidemment, mais il y a par exemple des similitudes entre certains pays, par exemple des opérateurs télécoms qui vont être les mêmes, par exemple des langues qui vont être les mêmes. Et donc ça permet aussi quand on développe un business model, de ne pas le développer que dans un seul pays, mais peut-être dans des pays qui ont les mêmes similitudes de marché. Et ça permet aussi de dérisquer des risques qu'on peut imaginer comme un risque politique, comme un risque pandémique, comme un risque de fermeture des frontières, ça peut arriver. Et donc, on peut mettre aussi ses œufs dans différents paniers, ce qui est très important pour un investisseur de diversifier les risques. Je ne serai pas plus longue. Je vais laisser. Mais c'était très clair, mais quand même, vous avez donné plein de challenges à relever. Oui. Alors, je vous donne une baguette magique. D'accord. Il y en a un, vous pouvez y arriver tout de suite. C'est lequel? Celui que vous estimez le plus transformationnel. Alors, j'ai envie de dire un challenge où en fait, est-ce que c'est la poule ou l'œuf de la poule? Voilà, c'est vraiment pour moi le capacity building. Donc, le renforcement des capacités. C'est vrai que c'est un point qui va, je pense, qu'il faut accélérer. C'est sûr qu'il faut accélérer sur ce développement des capacités. Et je pense qu'il va peut-être arriver dans un temps 2. Alors, il y a déjà des pays, encore, je cite le Rwanda comme exemple, mais qui ont très bien, qui ont pris conscience de ces sujets. Et qui déjà au niveau technologique ont compris que très tôt il fallait développer des formations sur ces sujets digitaux. Et il y a les aspects d'identification des talents, de faire grossir ces talents, de donner des opportunités à ces talents. Donc voilà, je pense que celui-là, il est très important pour accentuer l'accélération. Merci beaucoup. Sylvain, vous avez les 42 milliards qui étaient attendus? Bonjour à tous et merci de nous donner l'opportunité en fait, d'échanger sur cette thématique. Donc, moi, je travaille pour un fonds qui s'appelle Euraseo. On gère 25 milliards d'euros. Et en fait, pour l'instant, on n'est pas présent en Afrique. On n'est pas présent en Afrique pour 3 raisons. La première, c'est que du point de vue d'un investisseur que nous sommes, l'Afrique est très complexe. Déjà, on ne parle pas d'une Afrique, mais on parle des Afriques. Parce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs identités au sein d'un même continent. Ensuite, si on parle de numérique, on ne parle pas du numérique, mais des numériques,
parce qu'il y a plusieurs, effectivement, technologies. Et ensuite, le dernier point, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'en Afrique, on était plutôt, et là je parle du domaine numérique, dans une logique de rattrapage, c'est-à-dire d'essayer de rattraper, de bridger le gap, comme disaient les Anglais, plutôt que dans une logique, en fait, de, on va dire, de prendre les sujets en main et essayer de voir comment on va les développer. Donc nous, les trois, entre guillemets, freins qui faisaient qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne regardait pas l'Afrique, étaient ceux-là. Donc diversité du continent, des Afriques, diversité de la thématique, on ne parle pas du numérique, mais des numériques. Et puis trois, une espèce de logique de rattrapage qui fait qu'on a l'impression que les entrepreneurs sur place sont constamment en train d'essayer de prouver des choses plutôt que d'essayer de gagner de l'argent, qui est quand même la thématique clé quand on monte un business. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on se dit ? Nous, ce qui nous pousse aujourd'hui à regarder l'Afrique et à investir l'Afrique, en fait, il y a trois choses qu'on a constatées qui sont plutôt, on va dire, du registre des bonnes nouvelles. La première, c'est que la fracture numérique se réduit. Donc, on ne peut pas parler de numérique sans parler de fracture numérique. Aujourd'hui, la fracture numérique est quelque chose qui est assez présent en Afrique, mais qui a tendance à se réduire. Donc, nous, demain, si on va investir en Afrique, c'est pour, essayer de réduire cette fracture numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire apporter les moyens financiers qui vont permettre au numérique de se développer, d'être adopté par un maximum de personnes, aussi bien au niveau des grandes entreprises et au niveau des PME. En tant qu'investisseur, en lien avec le numérique, notre première mission va être d'apporter des capitaux aux PME, et pas seulement aux grands groupes, pour permettre de réduire la fracture numérique. La deuxième mission qu'on se fixe, c'est, et en lien avec le constat positif qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est perçu et utilisé comme un vecteur de développement. Vecteur de développement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce au numérique, on va pouvoir accélérer dans, on va dire, la modernisation de certains pans de l'économie. Et cette modernisation de certains pans de l'économie passe par l'adoption du numérique par d'autres industries. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle numérique, on parle beaucoup digital. Or, il n'y a pas que le digital. Et nous, en tant qu'investisseurs, nouvel investisseur en Afrique, on ne va surtout pas investir dans le digital en Afrique. On va surtout chercher à investir dans des projets qui lient le numérique avec d'autres pans de l'économie. Le numérique avec l'agriculture, on en a parlé, agribusiness. Le numérique avec l'industrie. Le numérique avec tout ce qui est green, parce qu'aujourd'hui, le green, l'Afrique ne peut pas faire l'impasse du green. Et aujourd'hui, pour accélérer dans le green, on peut utiliser le numérique, l'Afrique peut utiliser le numérique pour justement compenser, entre guillemets, le retard qu'a pas seulement l'Afrique, qu'on a tous, la France y compris, sur ces thématiques green. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, nouvel investisseur en Afrique, on ne va surtout pas chercher à financer des projets dans le digital et dans le numérique digital, ce que font très bien mes collègues, mais on va chercher encore une fois à financer des projets, des startups qui vont lier numérique avec d'autres pans de l'économie, et notamment le pan industriel. Pourquoi le pan industriel ? Parce que pour nous, c'est une brique de développement essentielle au continent. On connaît l'Afrique pour sa force, on va dire, agricole. On commence à reconnaître l'Afrique pour sa forme, on va dire, tertiaire, service digital. Mais vous avez compris qu'il manque la brique du milieu, qui est la brique industrielle. Et on pense que tant que l'Afrique n'aura pas mis en place les moyens de développer son industrie, et nous, le pari qu'on fait, c'est que le développement de l'industrie peut être accéléré par le numérique, tant que l'Afrique n'aura pas, entre guillemets, renforcé cette brique du milieu qui est la brique industrielle, elle ne pourra pas jouer un rôle clé dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, la manière dont nous, investisseurs, on voit l'Afrique, c'est que c'est un géant, c'est un colosse au pied d'argile. Pied d'argile, pourquoi ? Parce qu'on a la brique agricole qui est relativement forte, on commence à avoir la brique, on va dire, service digital, numérique qui se construit, mais il manque toujours la brique du milieu, cette fameuse brique industrielle
qui a permis à des pays comme la France, comme le Japon, comme les États-Unis, de devenir des géants mondiaux, de jouer un rôle dans l'économie. Donc nous, la manière dont on voit le développement du numérique en Afrique, en tant qu'investisseur, c'est dans le renforcement de pôles, notamment industriels, qui permettront à l'Afrique d'ajouter cette brique qui, à notre sens, nous manque pour qu'elle soit capable de jouer un rôle sur l'échiquier mondial. Donc nous, la manière dont on voit le numérique, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a encore quelques freins qui font qu'on n'investira pas massivement de l'argent en Afrique. Et ça, il faut savoir. On est prêt à investir de l'argent en Afrique. Et pour l'instant, on n'est pas encore prêt à investir de l'argent massivement pour 2 raisons. La première, c'est que demain, prenons l'exemple, on investit dans une entreprise industrielle africaine qui va utiliser le numérique pour accélérer son développement et donc pour renforcer le pôle industriel africain. Cette entreprise, d'après nos observations, restera locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de velléité pour construire des champions africains. On a des velléités, quand on discute avec les entrepreneurs en Afrique, de construire des champions nationaux. Ça, c'est parfait, c'est très bien. Mais l'étape d'après, quand on est un investisseur comme nous, c'est d'être capable de mettre de l'argent sur une entreprise qui deviendra à terme un champion africain. Et ça, aujourd'hui, on ne ressent pas cette velléité, cette volonté de la part des porteurs de projets en Afrique. On a cette volonté de construire des champions nationaux, mais pas encore cette volonté, encore une fois, comme on dit en anglais, de bridge the gap et de construire des champions panafricains. Et donc, tant que nous, investisseurs privés, on ne sentira pas ça, on n'investira pas d'argent massivement. Ce n'est pas compliqué à faire, de notre point de vue. Ça tient, entre guillemets, juste à augmenter la collaboration entre les États africains, mais la collaboration business. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, on ne pourra pas le faire. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des projets qu'on nous présente ont tendance à négliger le côté RSE, ESG, green. Le côté, on va dire, climat. Or, ce pan climatique est quelque chose qui est essentiel pour la plupart des investisseurs internationaux que nous sommes. C'est-à-dire que les mandats qu'on reçoit des gens qui nous confient de l'argent, parce que les 25 milliards qu'on gère chez Eurazeo, malheureusement, ne sont pas les nôtres, on reçoit des mandats d'investisseurs tiers. Et ces investisseurs tiers ont des velléités de déployer de l'argent sur des thématiques RSE, sur des thématiques green, sur des thématiques en lien avec le climat. Et ça, ce n'est pas incompatible avec le numérique, ce n'est pas incompatible avec numérique plus industrie. Mais aujourd'hui, on voit très peu de projets dans ce sens. On voit beaucoup de projets sur des data centers, des supercalculateurs, mais en termes d'empreinte ESG, c'est horrible. C'est n'importe quoi. Donc, tant qu'on n'aura pas, tant que les investisseurs, les porteurs de projets n'auront pas intégré la brique RSE, la brique green dans leurs projets, à notre sens, et nous, en tant qu'investisseurs privés, on n'investira pas d'argent massivement sur des projets. Ça aura beau être des projets numériques, avec des très beaux potentiels de développement. S'ils n'intègrent pas la composante ESG, il n'y aura pas d'argent supplémentaire qui affluera sur le continent en lien avec ces thématiques. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les mandats que nous obtenons de la part d'investisseurs tiers vont de plus en plus vers ça. Donc, nous, le constat qu'on fait pour permettre une accélération du déploiement de capitaux en Afrique, c'est plus de collaboration dans le cadre de la création de projets, c'est-à-dire ce qui nous intéressera, nous, à terme, c'est investir pas seulement dans des projets, dans des champions nationaux, mais dans des champions panafricains. Et 2, intégrer de plus en plus la composante, on va dire, green, ESG, dans les projets. Et aujourd'hui, force est de constater que numérique et ESG ne font pas forcément bon ménage. Voilà. Et encore une fois, et pour finir sur une note positive, aujourd'hui, il y a de plus d'investisseurs
comme nous, qui, au départ, ne voulons pas du tout investir dans l'Afrique, pour les raisons qu'on connaît tous, qui de plus en plus s'intéressent à l'Afrique, pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, mais qui sont prêts à accélérer, à investir encore plus d'Afrique, sur des projets africains, pardon, à condition de faire sauter les quelques verrous dont je viens de parler, qui sont 1, ESG, RSE, 2, construction de champions panafricains, et puis 3, ne pas oublier utiliser numérique pour renforcer cette brique industrielle, parce qu'effectivement, le pari qu'on fait, c'est que le développement du numérique ne peut pas se faire sans argent. Or, l'argent qui influe en Afrique est, on va dire, impulsé par des thématiques claires, des porteurs des bailleurs de fonds, pardon. Les bailleurs de fonds des thématiques claires. Et tant que l'Afrique ne sera pas en phase avec les thématiques de ces bailleurs de fonds, il n'y aura pas l'argent nécessaire qui permettra un développement complet du volet numérique en Afrique. Voilà. Merci, je pense que c'était clair. Avant de laisser les quelques questions à la salle, moi j'en avais une pour vous trois. Vous avez évoqué le risque de la fuite des cerveaux, l'importance de capacity building, des offres panafricaines. J'ai envie de dire, parce qu'il y a un débat, j'entends les deux sons de cloche. Un, dans cette fameuse coopération entre l'Europe, la France et l'Afrique, est-ce qu'il faut veiller justement à ce qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau, donc que les jeunes formés, notamment au numérique, mais pas que, restent dans leur pays, ou au contraire se dire, c'est très bien, tant mieux, c'est une chance, ils peuvent aller en Europe, aux États-Unis, ce sont peut-être via la diaspora les financeurs d'après-demain, ou même, pour faire des offres panafricaines, rester sur le continent, mais aller dans d'autres pays. Donc, parce qu'on entend les deux sons de cloche, hein, c'est assez différent. Donc, faut-il faire une coopération limitant la fuite des cerveaux ou au contraire l'encourageant ? Écoutez, moi je serais plutôt favorable à dire qu'il faut laisser la libre mobilité aussi des cerveaux, aller chercher le savoir là où il est. Si par exemple un savoir technologique est au MIT aux États-Unis, un savoir commercial à l'ESSEC à Paris ou voilà, les dernières technologies sur la fintech à Nairobi, j'ai envie de dire il faut aller chercher le savoir là où il est. Et puis après, ces cerveaux, j'imagine, auront toutes les cartes en main pour savoir où implémenter leur business model et où ça répond le mieux à quels besoins. Mais oui, juste sur un point, sur ces renforcements des capacités, il y a des choses incroyables qui se font aussi sur le continent via des initiatives comme celle d'Orange, par exemple, des jurys de l'entrepreneur social qui cette année, je crois que c'est presque 1900 dossiers qu'ils ont reçus. Donc, c'est des choses, des initiatives, en tout cas, qui permettent de mettre en avant ces héros de l'entrepreneuriat africain qui voilà, développent des solutions, des business models là où le marché est défaillant. Et c'est là où je voudrais donner une note positive, c'est que là où le marché est défaillant, en fait, c'est là où il y a des opportunités business. Et si les investisseurs qui voient ces opportunités n'y vont pas, la nature a horreur du vide. Et d'autres iront. Donc, ce sont des opportunités business, je pense, qu'il faut saisir. Il y a un contexte particulier, il y a une accélération dans l'accélération. Et voilà, il ne faut pas rater ces momentum. Voilà. Merci. Fuite des cerveaux. Oui, justement, je vais dans le même sens pour dire qu'il y a plusieurs façons de servir l'Afrique. On peut servir l'Afrique en étant sur place, mais la diaspora a aussi son rôle à jouer dans le développement de ce continent, en étant déjà des ponts
en termes de coopération, pour mettre en place des relations. Mais je voudrais plutôt citer un exemple que je connais d'un Guinéen qui est venu en France pour faire des études. Ensuite, il n'avait pas envie de rentrer. Il est allé aux États-Unis. Il a évolué. Il est devenu directeur de banque aux États-Unis. Et du jour au lendemain, il a décidé de se lancer dans l'informatique. Et donc, il est rentré dans son pays, en Guinée. Il a appris l'informatique tout seul. Et aujourd'hui, il est à la tête de Tulip Industries, qui fabrique des bornes intéressantes qui sont reconnues au niveau mondial. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens partir et ils reviennent quand ils ont envie de revenir. Exactement. Non, moi j'essaierai d'être pragmatique. Hein. Les cerveaux vont là où il y a l'argent. Donc c'est assez basique. Donc, tant que l'Afrique mettra en place les conditions, on va dire, les poches de financement nécessaires au développement de projets, les cerveaux iront naturellement vers ces poches de financement. Donc pour moi, c'est assez basique. Merci. Il nous reste 10-15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Ah oui, mademoiselle là-haut. On vous amène le micro. Il va être nettoyé. Merci. Bonjour, donc moi c'est Ndaï Babou. Je suis montpelliéraine et franco-sénégalaise et j'entreprends dans le digital, dans le numérique. Je suis la créatrice d'une plateforme logistique qui essaie de mettre un pont entre l'Afrique et l'Europe. Et je suis d'accord avec M. Hué qu'effectivement, sur ce débat, on a deux sons de cloche. Par rapport à ce que disait Sylvain, aujourd'hui, moi, j'ai en fait un écho sur le tissu entrepreneurial en Afrique avec des jeunes qui ont envie d'entreprendre dans le numérique et aujourd'hui, des solutions, on va dire, innovantes sur l'agrobusiness, sur le e-santé, sur le e-éducation. Et j'ai envie de dire, que tous les grands ont été petits avant. Si on veut faire des grands, il faut aider les petits dès maintenant. Et je trouve qu'il y a un paradoxe aujourd'hui, parce que quand on va voir un investisseur, on est entrepreneur, on va pitcher son idée. Souvent, en fait, on a une question, combien vous avez levé, combien vous avez besoin de lever, quel est votre business model? Aujourd'hui, je pense que l'Afrique elle a besoin d'avoir des organismes qui vont accompagner ces entrepreneurs dès le début, dès la phase d'amorçage, pour arriver à en faire des grands après. Donc, ma question, c'est de savoir aujourd'hui quels sont les freins à ça en Afrique carrément. Pourquoi l'Afrique ne peut pas mettre des modèles économiques ou des structures d'accompagnement pour aider les petits à grandir, à, on va dire, lever les freins et à aller sur une expansion et un développement. Et ma deuxième question s'adresse sur la partie logistique, parce que vous l'avez évoqué, du coup, Antonia, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, qui font de la transformation de produits agricoles et qui aimeraient bien le vendre à travers le monde et qui ont des freins logistiques. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des freins logistiques carrément et quelles sont les solutions que vous voulez mettre en place? Voilà. Antonia, vous voulez répondre? Et puis, il y aura deux questions en bas. Du coup, le temps que les micros arrivent aux autres questions, je commence à répondre. Alors, déjà, oui, merci de poser cette première question sur la capacité de financement et d'accompagnement early stage, donc c'est-à-dire au tout début de l'histoire d'une entreprise. Et c'est vrai que c'est un moment de la vie de l'entreprise où il y a un désert. Il n'y a pas beaucoup d'offres, j'ai envie de dire, sur la place. Alors, il y a des initiatives, il y a des investisseurs. Hein. Il y a, comme à Django, par exemple, nous investissons dès la phase early stage sur des premiers tickets à 50 000 euros. Effectivement, c'est un besoin.
très fort. Donc c'est très bien de le souligner. Il y a énormément d'initiatives aussi d'accompagnement, notamment l'AFD à Marseille qui organise le SIBC, le Social Inclusive SIBC Business Camp à Marseille chaque année. Je vous invite à vous rapprocher d'eux. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives, mais encore trop peu. Encore trop peu pour accompagner cet élan massif vers ces business models digitaux qui répondent à des vrais besoins. Et encore une fois, je le répète, de première nécessité sur le continent. Quand nous, ce sont des business models juste de modernisation de notre fonctionnement en Europe ou aux USA, en Afrique, il s'agit vraiment de besoins d'accès. Et c'est là où je vais répondre à la deuxième question. Par exemple, l'accès à des services logistiques quand on est un jeune agriculteur ou un agriculteur sur le continent. On veut pouvoir accéder à ces chaînes d'approvisionnement et de chaînes mondiales de logistique. C'est encore des freins que je citais tout à l'heure. Alors, par exemple, pour vous citer, nous, une histoire d'une entreprise que l'on soutient, une entreprise qui s'appelle Gexport en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui répond à des besoins d'accès à ces services logistiques via une plateforme digitale qui va permettre de comparer des prix très rapidement, instantanément, de proposer plusieurs offres, les moins chers, les plus rapides, les plus sécurisés, avec parfois des possibilités de s'assurer. Donc c'est vrai que ce sont des besoins pour tous ces transports depuis Abidjan vers le monde, depuis le monde vers Abidjan. Et j'espère que d'autres acteurs dans ce sujet d'accès à ce go-to-market, à ces chaînes logistiques vont émerger. Et je vous invite à ne pas baisser les bras. Merci. Il y a deux questions aussi en bas, sauf s'il y en a une en haut. Et juste en complément par rapport à une en haut et après deux en bas, et après Serge reviendra sur la fuite des cerveaux. Juste en complément, il n'y a jamais eu autant de SAEI, donc de sociétés d'accompagnement des entreprises innovantes, qu'actuellement en Afrique. Il faut aussi le rappeler. Et deuxièmement, ce qui fait le succès ou non d'une start-up, ce n'est pas la levée de fonds, ce n'est pas d'être une licorne ou non en levée de fonds, c'est d'avoir des clients qui payent et d'être rentables. Il faudrait juste rappeler ce petit point. Mais il faut des investisseurs, bien sûr, mais la vraie finalité, c'est le succès commercial et pas le succès de la levée de fonds, quand même. Okay. Merci. Alors, ma question, elle porte sur le financement des études. Parce qu'en fait, pour les levées de fonds, en général, on vous demande un business plan. Et dans le domaine du numérique, quand on veut aller en Afrique, il n'y a pratiquement pas de données. Et les porteurs de projets, souvent, n'ont pas aussi les fonds pour réaliser les études préalables. Est-ce que, au niveau de vos fonds, vous financez quelquefois des études quand vous pensez que l'idée est porteuse? Bon, je passe au professeur, mais en fait, c'est une question sur les fonds, finalement. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Une précision, il y a des modèles assez innovants en Afrique sur le financement, notamment à l'U en Afrique du Sud, qui est une université où en fait vous ne payez vos frais de scolarité qu'après coup. Donc c'est intéressant. Et en plus, proportionnellement au salaire que vous avez dans les 5 années qui suivent. Donc quelque part, quelqu'un qui rentre dans une banque d'affaires qui gagne beaucoup d'argent paiera plus de frais de scolarité que par exemple un entrepreneur qui gagne moins d'argent. Et ça, c'est un modèle qui fonctionne. Donc c'est aussi des modèles assez innovants et qui ont été développés, en l'occurrence, là, en Afrique du Sud. Alors, nous malheureusement, on ne finance pas les études. Et ça, je le déplore parce qu'effectivement, c'est comme vous disiez, la base du lancement d'un projet. Et j'aimerais du coup rebondir sur la question relative à l'amorçage. En fait, le financement de l'amorçage, ce n'est pas qu'un sujet africain. C'est un sujet mondial. En France, on ne finance pas non plus d'amorçage. En France, je vais être un peu provocateur, mais on fait croire qu'on finance de l'amorçage. Mais quand vous parlez aux porteurs de projets, tous galèrent pour trouver les premiers fonds pour monter, les premiers 100 ou 300 000 euros pour monter leur boîte. Donc le problème du financement de l'amorçage n'est pas un problème africain, c'est un problème
de pure technique financière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on a un fonds, on passe quasiment autant de temps à financer un dossier à 1 million qu'un dossier à 10 millions. Quasiment autant de temps. Donc pour un fonds, c'est beaucoup plus rentable, entre guillemets, de mettre des tickets de 10 millions ou de 50 millions que des tickets d'1 million. Donc c'est pour ça que techniquement, et ça je parle sans langue de bois, hein, j'espère qu'il n'y a pas de caméra ou de micro, mais techniquement un fonds, c'est en différé, donc tout va bien. Donc c'est pour ça que pour répondre de manière très honnête et très pragmatique à votre question, les fonds aujourd'hui, il y en a très peu, très très peu, qui ne font pas d'amorçage, qui font de l'amorçage pour cette raison. La deuxième raison pour laquelle l'amorçage ne se fait pas, c'est parce que l'amorçage nécessite non seulement des fonds, mais aussi un accompagnement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre 500 000 € ou 1 million d'euros dans une boîte. Derrière, il faut l'accompagner. Derrière, il faut l'aider à trouver des partenaires stratégiques. Il faut l'aider à ouvrir son bureau en Chine. Il faut l'aider à ouvrir son bureau en Amérique latine. Et ça prend du temps. Et en général, les structures comme les nôtres de fonds, on est des purs apporteurs d'argent. Et on n'aime pas faire de l'accompagnement parce que ça nous empêche de trouver des nouveaux deals. Et nous, on est payé sur le nombre de deals qu'on trouve. Voilà. De manière très pragmatique. Pour moi, si on veut rajouter une touche d'optimisme, parce que je suis un peu pessimiste, le meilleur organe pour moi pour faire de l'amorçage, c'est l'État. C'est une structure étatique ou para-étatique. Pourquoi? Parce que, l'État est un acteur, l'un des rares acteurs qui est capable de mobiliser énormément de fonds pour faire de l'amorçage. Or, aujourd'hui, pour faire de l'amorçage, il faut des mises de fonds assez importantes de départ. Et ça, en général, il n'y aura qu'un acteur public ou parapublic qui sera capable de le faire. Un acteur parapublic sera capable d'accompagner, ce que ne fera pas forcément un acteur privé comme nous. Et 3, un acteur public pourra avoir le luxe de perdre de l'argent, parce que qui dit amorçage dit investissement plus risqué, donc dit potentiel de perte beaucoup plus élevé. Or, la plupart des acteurs privés sont jugés sur les performances qu'ils font. Si on fait des mauvaises perfs, on ne relève pas de l'argent pour le prochain fonds. Donc, faire de l'amorçage, ça veut dire augmenter le risque de perdre de l'argent, et c'est pour ça qu'on n'en fera pas. Or, une structure étatique ou para-étatique, elle pourra, entre guillemets, avoir le luxe de perdre de l'argent, ce qui est un des corollaires pour faire de l'amorçage. Donc, pour répondre à votre question, l'idéal pour faire de l'amorçage, c'est d'inciter les États à créer des structures dédiées qui vont être capables de mobiliser des fonds massivement, d'accompagner et de supporter les pertes qui sont nécessairement induites dans le modèle d'amorçage. Donc, en gros, il faut inciter les États africains, et même français, à créer ce type de structure. C'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec la BPI. Et bon, je n'ai pas l'impression que ça marche bien aujourd'hui. En France, ce système existe, ça s'appelle Pôle emploi. Voilà, parfait. Et il s'appelle comment? Voilà, c'est bien comme ça, on découvre. Oui. Y compris en Afrique? Ah ben voilà, vous avez la réponse. Et je voudrais faire un commentaire ou apporter quelques informations additionnelles qui sont plutôt dans le gamme de l'optimisme mesuré et puis poser une question aux sachants sur l'estrade dans le domaine du digital africain. L'aspect bonne nouvelle d'Afrique, c'est que je trouve que les interpellations, par exemple de M. Makaya, elles sont quand même déjà entendues depuis un certain nombre d'années sur le terrain. Elles le sont de la part de certains gouvernements africains qui ont mis en place des instruments d'appui au digital. Je crois que par exemple un pays comme le Sénégal s'est beaucoup intéressé sur ce sujet. Il a même déployé des instruments d'investissement comme le Fonds 6, qui est son véhicule d'investissement souverain et qui a un volet techno qui a des conséquences sur le terrain.
Il y a des bailleurs de fonds qui sont engagés de manière significative depuis maintenant plusieurs années et qui déploient des programmes. C'est le cas de l'Union européenne, c'est le cas de l'AFD. Ce sont des programmes qui sont justement dans l'appui à la post-incubation, au pré-investissement, avec des systèmes de prêt d'honneur, par exemple. Il n'y a pas que ça, mais ça existe. Et puis, il y a des grandes fondations, Mastercard, pour ne nommer que celle-là, parce qu'elle a des volumes particulièrement significatifs, qui se sont engagés fortement. Et il y a par ailleurs tout un système d'incubateurs qui s'est progressivement densifié. Donc tout ceci existe, se développe, et en ce qui concerne ma propre société, donc investisseur partenaire, on gère plusieurs de ces programmes. Et effectivement, on ne parle pas de dizaines, mais on parle de centaines d'entreprises soutenues. Donc ça, c'est la lueur d'espoir. Hein. L'aspect mesuré, c'est que c'est très inégal selon les pays. Ce n'est pas un mouvement égal continental. Il y a des différences significatives entre le dynamisme de cette problématique au niveau de l'amorçage local hein, et de l'émergence d'initiatives entre, par exemple, je dis n'importe quoi, le Kenya et les RDC. Ce n'est pas les mêmes mondes. Bon, et ainsi de suite. Donc, mais je dirais que je trouve que on est quand même, dans les 5 dernières années, dans une avancée très importante sur ce sujet précis, hein, la densification des incubateurs et des accélérateurs, l'apport de solutions en pré-investissement, en amorçage aux projets des acteurs locaux, et je dirais le seed, c'est-à-dire les apports en capitaux de jusqu'à 2-3 millions d'euros sur les séries A, les séries B, il y a des acteurs. Alors maintenant, la question que je voudrais poser à nos intervenants, c'est que ce secteur du digital, il a été beaucoup animé dans la dernière décennie par des équipes internationales et par des expatriés. C'était particulièrement spectaculaire en Afrique orientale. Il y aurait peut-être que 9 équipes sur 10 étaient expatriées. Et d'ailleurs, venaient d'une certaine manière avec leurs capitaux, parce que beaucoup de ces équipes étaient elles-mêmes adossées à du venture, à du financement venture venant de la Silicon Valley. Il y a eu des sous-secteurs qui ont été particulièrement spectaculaires là-dedans, comme par exemple le secteur de l'énergie. L'énergie décentralisée aujourd'hui est avant tout un sous-secteur du digital, 80% d'équipes nord-américaines. Est-ce que vous voyez, à travers vos activités, l'émergence d'une nouvelle vague proprement africaine, enracinée en Afrique, avec des porteurs de projets proprement africains? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont des profils différents? Est-ce qu'ils s'intéressent à des produits différents? Et est-ce qu'il y a des différences aussi dans les dynamiques de croissance? Écoutez, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur ces mêmes questions, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y a des talents africains qui développent des business models made in Africa. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est sur des usages technologiques qui sont locaux, régionaux, et qui parfois ont vocation à s'exporter. Et alors, je voudrais juste, avant de répondre à la question, continuer sur la lueur d'espoir et dire, voilà, si vous avez une vision, si vous avez un business model qui tient la route, si vous avez des premiers éléments de performance, eh bien, je pense que ce sont des éléments clés qui vous permettent d'arriver dans un accélérateur, dans un startup studio, dans ce type de programme qui vont vous permettre d'accélérer et d'accéder certainement à des financements et à des investisseurs. Ça, c'était pour la lueur d'espoir. Ensuite, oui, il y a des entrepreneurs sur le continent. Il y a aussi des profils qui reviennent, hein, de longues années parfois vécues à l'étranger, et il y a aussi des profils de personnalités qui ont travaillé, justement évolué dans cet e-commerce africain et qui aujourd'hui ont aussi des nouvelles visions, ont aussi des réponses à ces failures du market, donc à ces besoins du marché.
Et par exemple, moi, je vais juste donner l'histoire de Sabi, une entreprise dans laquelle on a investi au Nigeria, qui est une entreprise qui permet à des PME de réaliser les paiements mobiles. En 9 mois, pour vous donner un chiffre, en 9 mois, elle a fait 1,2 milliard de transactions auprès de 125 000 PME. Donc voilà, c'est massif, c'est énorme, c'est des résultats. Derrière, ici, ce sont des success stories en fait qui se dessinent. Donc moi, voilà, j'ai ce côté vraiment positif sur cette partie sur investissement sur les champions digitaux africains. Alors je sais que les infrastructures, c'est vraiment un autre challenge sur les infrastructures numériques. Ce sont des beaucoup plus gros montants aussi investis. Et donc, ce sont des problématiques différentes, mais qui trouvent, je pense, déjà des premières solutions. Oui, sur les infrastructures, c'est moins le cas, mais effectivement, il y a de plus en plus d'entrepreneurs ou africains en Afrique, diaspora aussi, alors qui revient ou qui est toujours hors de l'Afrique. Donc aujourd'hui, ça ne manque pas. Par contre, souvent, ce qui est pas très paradoxal, vous disiez continent du paradoxe, c'est parfois ces entrepreneurs africains ont une partie de leurs équipes, je pense pour les choses très basiques comme le codage, qui sont en Asie, voire en Europe du Sud, parce qu'ils ne trouvent pas en Afrique. Donc on revient à la question aussi des formations, et là, je ne parle pas de Bac plus 20, je parle ça va faire du codage, la ressource manque en Afrique. Donc c'est plus les entrepreneurs qui manquent en Afrique, c'est parfois les ressources, alors que ça pourrait être des emplois locaux sans aucun problème. Aussi pour donner un dernier éclairage sur les opportunités de ces entreprises qui se créent en Afrique, parce que l'Afrique est aujourd'hui plus qu'un laboratoire des nouvelles technologies. C'était le cas il y a quelques années. Par exemple, on parlait d'Orange qui avait développé ses usages de technologies mobiles que Orange a exporté d'Afrique pour venir les implanter en Europe. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont plus uniques. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une start-up comme Expensia, qui est le leader de la note de frais, une plateforme numérique qui permet de faciliter la réalisation des notes de frais pour les PME, qui est une entreprise tunisienne et qui a la majorité de ses clients en Europe. Donc, elle exporte son savoir-faire en Europe. Donc maintenant, on est vraiment aussi dans cette logique-là, où ce n'est plus, ce sont plus des usages made in Africa pour un usage seulement africain, mais aussi des usages qui s'exportent vers l'Europe, vers les États-Unis. Je suis un peu le timekeeper. 2 questions ici, rapides, et après 2 intervenants sur ma droite. Je vais être rapide, surtout qu'avec ta permission, Jean-Michel, ce n'est pas une question, c'est juste une observation. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit le représentant de Razéo, et qui fait le lien avec ce qu'on a pu dire hier à la table ronde. Je trouve que ce que vous avez expliqué de votre politique en Afrique, et qui consiste à dire pour l'instant, en gros, on n'y investit pas, en gros, ou très peu, et vous avez donné des motifs, pas de champions internationaux d'une part, et d'autre part, les questions. C'est exactement le sujet de dérisquer l'Afrique et d'avoir envie de l'Afrique que j'évoquais hier. On est exactement là-dedans. Et je peux d'ailleurs vous dire que vous êtes tout à fait dans la ligne de beaucoup de fonds, puisque je connais énormément de fonds qui, statutairement, soit n'ont pas le droit d'investir en Afrique. C'est dans les statuts, ce n'est pas un truc positif, c'est une interdiction négative. Ou d'autres limitent le pourcentage ou la proportion de leur investissement en Afrique à un petit pourcentage. Bon. Donc c'est cela. Et donc c'est simplement, voilà, c'est ça qu'il faut surmonter. On connaît les réponses, par exemple, à l'histoire des champions, pas uniquement nationaux mais internationaux, c'est l'élargissement des marchés, l'ouverture des frontières. La RSE, ça quand même, je vous invite à réviser un peu votre jugement parce que beaucoup de nos entreprises sont extraordinairement tournées vers la RSE et en pratiquent beaucoup. Et puis, deuxième et dernière observation, ce que vous avez dit sur les fonds d'amorçage, je suis d'accord sur les fonds d'amorçage, c'est très dur de trouver les premiers fonds nécessaires. Mais sur l'Afrique, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que beaucoup de projets, et notamment dans le digital, vous le disiez, il faut un petit peu de fonds importants, notamment pour les infrastructures. Compte tenu de la taille des marchés et du pouvoir d'achat,
ne peuvent pas se contenter de l'equity et de la dette. Il faut rajouter un troisième volet qui est la subvention. Autrement, ça ne voit jamais le jour. Et donc, les fonds d'amorçage, non seulement il en faut, mais en plus, il faut que ce soit du don. Et il y a quand même un très bon outil pour ça, c'est les bailleurs de fonds. Pas les États. Les États, ils n'ont pas d'argent. Ça, si vous attendez que les États fassent des dons, on y arrivera, à mon avis, pas ou très, très lentement. Les bailleurs de fonds ont des capacités de subvention et de dons. Simplement, il faut les orienter vers le secteur privé. Révolution culturelle. Oui, un petit mot, et puis après, dernière question. Effectivement, moi mon point qui était effectivement provocateur, hein, vous l'avez tous compris, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur, c'était pour alimenter le débat, parce que qui dit débat dit avancer, évidemment. Mon point, c'était exactement ça, c'était de souligner qu'il n'y a pas assez d'amorçage. C'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas assez d'amorçage. Mon point a permis de faire émerger 2 initiatives dans la salle, qui, à mon avis, n'étaient pas forcément connues de tout le monde. Donc, c'est plutôt le point positif. C'est que ça a permis de faire émerger 2 ou voire plusieurs initiatives. J'en vois une 3e qui se lève. Allez-y. D'accord. Jusqu'au lancement. Merci. Depuis la conception de l'idée jusqu'au lancement de l'entreprise. Et en Amérique du Nord, contrairement à la France, déjà les incubateurs sont intégrés aux universités, ce qui permet à des étudiants, dès lors qu'ils déposent des idées innovantes dans le cadre de projets ou de doctorats, de pouvoir en faire une entreprise. C'est comme ça que c'est fait. Et ils ont accès depuis le départ à un fonds de 60 millions de dollars. Donc, ce n'est pas du tout conçu de la même manière. Et on a un agenda qui est suivi, qui se fait aux alentours de 3 mois, 4 mois, jusqu'au lancement, la concrétisation de l'entreprise. C'est un peu l'idée d'un kit, c'est-à-dire que sur chacune des étapes de l'entrepreneuriat, on est accompagné depuis la formalisation de l'idée à savoir qu'est-ce que le business plan, qu'est-ce que le plan financier, etc. Il y a même un accompagnement juridique. Il y a des cabinets d'avocats qui sont partenaires des incubateurs et qui offrent des accompagnements gratuits. Il y a de la fiscalité derrière. Effectivement, il y a aussi bien des fonds privés que publics, parce que l'État, notamment du Québec, le gouvernement du Québec s'intéresse aux initiatives dans le cadre de l'entreprise. Et en fonction des stades, passé un certain nombre de stades, on accède à des incubateurs plus importants et à des fonds, notamment américains. Et je pense notamment au fonds Rockefeller, qui est pour le comité d'investissement dirigé par une Africaine et qui propose 390 milliards de dollars. Donc je trouve ça un peu embêtant. Je comprends l'intervention de la personne. Je suis quand même embêtée parce que j'aurais préféré rester en France et être accompagnée depuis la conception de l'idée jusqu'au lancement de mon entreprise, surtout qu'elle a été estimée à plus de 35 millions de dollars de chiffre d'affaires. Merci. Merci. Un complément ou... Bon, c'est un bon exemple. Ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour M. Severino. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses encore à faire dans ce secteur. Mais juste pour conclure rapidement, effectivement, l'idée, c'était de dire qu'il n'y a pas assez d'amorçage et il faut le développer. Il faut encourager des initiatives comme celle de M. Severino et comme celle de M. J'ai oublié votre nom, désolé. Incubateur, exactement. Est-ce que je peux intervenir pour que vous puissiez faire une clôture? Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, je voulais intervenir dans le même sens tout à l'heure parce que j'ai bien écouté tout ce que vous avez eu comme, si vous voulez, comme recommandation, comme position concernant votre super structure financière. Et je me suis dit réellement, est-ce que réellement vous pourrez travailler en Afrique? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Je vois déjà la résonance de monsieur qui est tout à fait à côté, qui a parlé d'un exemple d'un jeune Guinéen. Ce jeune Guinéen, c'est mon beau-frère. Il a d'une intelligence extraordinaire, il a travaillé. Et je pense qu'il y a une dizaine comme ça, si vous voulez le savoir, qui sont dans les mêmes innovations, qui sont arrivés à bâtir des choses de leur propre intelligence. Mais je pense que la Guinée, l'Afrique tout entière d'ailleurs, a besoin d'un appui. C'est la main d'une maman qui tient le bébé et qui va vers une émergence qui permet de développer des activités en Afrique. Si vous focalisez un peu plus l'équilibre de vos couvertures de créances par des mobilisations de fonds étatiques, on est en train aujourd'hui de voir tous les chefs d'État africains qui sont en train de lutter pour ne pas payer la dette étrangère. Alors comment vous pourrez arriver à amasser des fonds
pour faire face à vos déficits. Et si le principe de mise en place des capitaux pour pouvoir aider et financer des projets en Afrique ont tellement de réglementations, tellement de restrictions, je pense qu'il est mieux peut-être de changer de continent. Ce n'est pas être vexant, mais c'est une réalité que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis pas un superman en matière de montage financier, mais je vis du terrain. Je suis sur le terrain, je suis dans des pratiques, je sais de ce dont on a besoin. Et je pense que, comme on a dit aujourd'hui, ce panel, qui est une idée extraordinaire, si vous voulez, c'est une accumulation de bonnes initiatives et qui oriente vers, comme on l'a dit, les bonnes nouvelles d'Afrique. Les bonnes nouvelles, c'est toute innovation qui permette à l'Afrique de sortir de ses gouffres du passé et de venir vers une émergence. L'entrepreneuriat africain aujourd'hui, ce n'est pas du super luxe, ce n'est pas un mystère. C'est comme si on nous dit aujourd'hui, nous on ne finance que des savants. Et pour être un savant, il faut commencer par le ABC. Alors là, pour commencer par le ABC, il faudrait bien qu'il y ait un accompagnement. Et ce accompagnement, c'est de voir déjà analyser de façon très objective quels sont les besoins primaires pour converger vers un changement total, tant en matière de structure, tant en matière d'accompagnement. Alors, en résumé, je voulais simplement dire que je souhaite que vous changiez, vous essayez de mieux raisonner, de mieux changer votre stratégie d'approche vers l'Afrique. Ou si vous ne connaissez pas parfaitement bien l'Afrique, il faudrait s'intégrer. L'Afrique aujourd'hui est dans une vision où on se dit aujourd'hui qu'on a besoin de bailleurs de fonds, certes, mais il y a beaucoup de capitaux qui viennent vers l'Afrique. Nous sommes dans une phase de sélection des capitaux que nous encaissons pour développer des projets en Afrique. Il y a d'autres bailleurs de fonds qui ne sont pas aussi restrictifs. Je pense qu'il faudrait comprendre un peu le contexte de l'Afrique dans la phase actuelle pour savoir quelle forme de financement il faudrait apporter pour l'Afrique. L'Afrique a un besoin, certes, ce besoin est là, il est primaire, mais on peut se passer, comme on a souvent dit, on peut se passer de certaines aides pour nous permettre de nous développer. Et le développement de l'Afrique aujourd'hui, c'est un monde qui vit, c'est un continent qui vit dans un contexte mondial, quelles que soient les circonstances dans lesquelles aujourd'hui on a des exigences budgétaires ou financières, l'Afrique va émerger. Il va de soi. Donc, je vous laisse juste savoir en conclusion, la question est la suivante. Quelle est la stratégie que vous avez pour que nous sachions réellement comment vous voulez intervenir en Afrique? Quelles sont les modalités et les conditionnalités que vous voulez mettre en place pour que nous ayons ou que l'Afrique ait accès à vos capacités, à vos capitaux? Parce que là, c'est un problème extraordinaire. On est en bailleur d'un bailleur de fonds, en face d'un bailleur de fonds. Alors, j'encourage peut-être une réponse rapide, parce que là, je sens qu'on est en train d'exploser les délais. Et surtout, je voudrais un dernier mot quand même, depuis tout à l'heure, et Serge aussi qui voulait intervenir. Donc, réponse rapide, non, réponse rapide. Mais peut-être discussion à continuer par la suite. Hein, c'est aussi l'intérêt de ces forums, c'est de faire des discussions au-delà de la plénière. Alors, juste pour remettre l'église au lieu du village, hein, j'ai été évidemment provocateur pour susciter le débat. Pour susciter le débat, ça ne reflète pas ma position personnelle, parce que moi, je suis né en Afrique et j'investis personnellement en Afrique, mais ça reflète la position qui est réelle, partagée, d'institutions de premier plan. Donc voilà. Donc je ne suis pas ici pour dire c'est ce que je pense moi, je suis ici pour traduire ce qu'on entend communément et qui malheureusement est partagé. Exactement. Exactement. Et ça, exactement. Et ce n'est pas toujours très juste, c'est exactement ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que j'ai dit, ce n'est pas forcément ce que je pense, ce n'est pas juste, mais c'est ce qui est réel. Et si on veut se parler franchement, il faut se dire les choses. Aujourd'hui, les grosses institutions financières pensent exactement ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'elles ont raison de le penser, mais je dis que c'est ce qu'elles font. Et c'est moi qui le dis parce qu'on est dans un débat de transparence. Et donc, il faut bien que quelqu'un le dise. Il faut bien que quelqu'un le dise. Et pour une fois, là où dans ces débats, certains débats peuvent être, entre guillemets, infructueux parce qu'on ne se dit pas les choses, moi, je prends le parti de dire les choses. Et moi, je remercie Sylvain de son absence de langue de bois, parce que c'est vrai que sinon, le débat n'a pas de sens. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Donc, juste pour finir rapidement, aujourd'hui, si on se passe en langue de bois, c'est
ce que je viens de vous dire est sans langue de bois ce qui se dit dans les couloirs feutrés de grosses institutions financières et ce qui ne se dit pas forcément à l'extérieur. Ce qui se dit dans la couloir feutrée, c'est ça. Et ce qui va se dire à l'extérieur, c'est évidemment, on adore l'Afrique, on veut investir en Afrique, on veut investir des monceaux d'argent en Afrique. Ce n'est pas vrai. Ce qui se dit dans la couloir feutrée, c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Et donc voilà, et à partir de ça, je pense que la vraie démarche à avoir, et moi je suis ouvert au débat, parce que moi je suis un insider. Donc moi, en insider, j'essaie de faire changer les choses. Moi je suis le seul associé noir de Razéo, le seul. Et évidemment que j'ai un prisme africain. Mais si je lutte contre les 8 autres associés en disant il faut faire de l'Afrique, voilà ce que j'entends. Et donc moi je suis venu ici pour essayer de trouver des arguments pour les convaincre d'investir en Afrique. Je ne suis pas venu ici contre vous. Je suis venu pour qu'ensemble, on trouve des réponses et des arguments qui vont les convaincre d'investir en Afrique. Donc c'est pour ça que je suis ouvert au débat, ouvert à la discussion, et ravi de rentrer à Paris demain avec des arguments qui les convaincront d'investir en Afrique. Donc je pense que la discussion va continuer en dehors de notre plénière. J'ai ce mot de la fin au professeur qui voulait intervenir depuis tout à l'heure, notamment sur le financement de la recherche, mais aussi peut-être sur d'autres domaines. Et ce sera le mot de la fin. Très, très rapidement, je ne vais pas intervenir sur cette question parce que c'est entre businessman. Mais je pense qu'il y a des politiques publiques aussi qui sont là, qui peuvent être concernées par rapport à cette question-là. Je voudrais simplement souligner, sans vouloir plaider pour ma paroisse, que l'Afrique ne s'en sortira pas tant que toutes ces politiques ne mettra pas au centre la recherche et la formation. On a parlé tout à l'heure du maillon industriel qui manque, mais je pense que ce qui manque le plus, c'est cette coordination, c'est ce dialogue entre les startups qui se mettent en place et le monde de l'innovation et le monde de la recherche. Il faut qu'on arrive à avoir des structures et que les finances publiques s'intéressent à ce financement-là pour que l'Afrique puisse décoller. C'est dans ce sens que nous essayons d'œuvrer au sein de la chaire UNESCO. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. C'était une très belle table ronde, sans langue de bois.